me présente, Sylvain Charbonneau, chef du service de transfert des connaissances et innovation au CIUS de l'Ouest de l'île. Comme à chaque début de nos conférences, j'aime bien remercier évidemment l'auditoire qui assiste à nos webinaires. Écoutez, c'est grâce à vous que ces activités sont un succès. Et écoutez, merci de contribuer essentiellement à tout ce rayonnement au sein de la province de Québec. Je tiens également à remercier évidemment toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à la réalisation et à la mise en œuvre de cette conférence, sans oublier nos conférenciers et conférencières qui contribuent évidemment à l'avancement et au partage des savoirs. Ces conférences sont rendues possibles grâce à l'appui du CIUS de l'Ouest de l'île de Montréal et à la contribution de tous nos collaborateurs et partenaires, les centres de recherche de l'hôpital Douglas et également le centre de recherche de l'hôpital St. Mary's. La conférence d'aujourd'hui a pour titre « Proche aidance au masculin », incluant les communautés ethno-culturelles et d'autres populations spécifiques. Pour cette conférence, donc, nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui Mme Bertine Sandra Akwamba, donc conseillère scientifique à l'unité d'évaluation des technologies et des modes d'intervention en santé et en services sociaux du CIUS de l'Ouest de l'île de Montréal, et ce depuis 2018. Détentrice d'un doctorat en microbiologie et immunologie et d'une certification en amélioration continue Lean Six Sigma. Elle développe des outils d'aide à la décision basés sur des données probantes, et ce depuis 2012. Alors, bienvenue, Bertine. Également, Mme Sophie Odette Chapdelaine, donc conseillère scientifique à l'unité d'évaluation des technologies et des modes d'intervention en santé et en services sociaux, également du CIUS de l'Ouest de l'île de Montréal. Elle possède de plus d'une vingtaine d'années d'expérience en recherche et en vulgarisation scientifique, notamment en droit et également en anthropologie. Alors, bienvenue et merci. À la fin de la présentation, ceux et celles qui souhaitent pourront lever la main et nous ouvrirons votre caméra et micro, ce qui vous permettra de poser directement votre question aux conférencières, mais également possible d'inscrire vos questions à l'intérieur de la conversation, la section clavardage du Teams. Il n'y a aucun problème. Donc, nous allons pouvoir répondre à vos questions à la fin de la présentation. Donc, voilà. Donc, écoutez, sans plus tarder, je passe la parole à nos conférencières. Alors, à vous la parole. Merci beaucoup. Merci, Sylvain. Merci. Alors, bonjour tout le monde. Il me fait plaisir aujourd'hui. Je suis Bertine Sandra Akwamba et il me fait plaisir aujourd'hui de vous présenter les principaux résultats de notre rapport sur l'approche aidance au masculin. Et la présentation se fera, comme Sylvain l'a si bien dit, en compagnie de ma collègue Sophie Odette Chapdelaine. Alors, comme vous pouvez voir, 5 conseillères scientifiques et un spécialiste en documentation ont contribué à ce travail sous la direction de notre gestionnaire Walter McAntony. Je vais laisser la parole à ce moment-ci à ma collègue Sophie pour le début de la présentation. Bonjour tout le monde, ça fait vraiment plaisir d'être ici aujourd'hui pour vous présenter notre travail sur la proche aidance masculine. Donc, moi, je vais présenter la première partie, en gros, qui on est, qu'est-ce qu'on fait, comment on procède et qu'est-ce qu'on a trouvé là, en termes de quantité de résultats. Donc, nous sommes l'unité d'évaluation des technologies et des modes d'intervention en santé et services sociaux. Ça a été mentionné tout à l'heure. Notre mission, en gros, c'est soutenir les acteurs du CIUS-DIM dans leur prise de décision. Que ce soit n'importe quel acteur, gestionnaire, médecin, professionnel, etc. Donc, pour bien soutenir la prise de décision, notre rôle est évidemment d'éclairer ces décisions-là avec des données qui sont pertinentes et adaptées aux besoins. On produit des analyses, des synthèses critiques, nuancées et contextualisées. On évalue également la qualité et la pertinence des informations pour s'assurer qu'elles sont utiles là, pour le CIUS-DIM. Et on est aussi expert en reconnaissance des biais, évidemment. Les types de données qu'on utilise, donc il y a 3 grands types. D'abord, les données scientifiques, qui sont toutes celles publiées dans les revues scientifiques, par exemple, ou produites par des institutions de recherche. Ensuite, on a les données contextuelles, qui sont toutes données intéressantes pour comprendre un contexte, par exemple, facteurs sociaux, économiques, culturels, réglementaires. On peut s'intéresser ici à une loi, par exemple, qui serait intéressante pour répondre à une question.
Et enfin, on a nos données expérientielles qui sont issues de l'expérience personnelle et du savoir-faire acquis au fil du temps. Ici, ça peut être très varié. On peut autant aller s'intéresser à ce qu'un chercheur expert dans un domaine a à nous dire, mais ça peut être des patients partenaires ou des proches aidants dans certains cas, ou toute autre personne d'intérêt pour ce volet-là. Donc, le projet a été demandé par la Direction Vaccination, Dépistage, Santé publique et Responsabilité populationnelle du CIUSDIM. Et elle a mené à la question décisionnelle suivante qui a été finalement la question de base qui a mené le reste de nos travaux. La question était: quelles sont les meilleures pratiques pour soutenir la mise en place d'une offre de services optimale en proche aidance chez les hommes, incluant ceux issus des communautés ethnoculturelles? On avait donc 2 grands objectifs: déterminer d'une part les besoins et les enjeux liés à la proche aidance chez les hommes, puis ensuite déterminer les bonnes pratiques en matière de proche aidance chez les hommes. Notre méthode, c'est toujours un peu la même chose. Je vais rapidement. Donc, d'une part, on va faire une recherche documentaire très systématique et trouver nos données. On va trier nos documents, sélectionner les documents, extraire les données pertinentes pour répondre à notre question, faire une analyse, une synthèse systématique de ces données-là pour enfin produire un rapport final et présenter nos résultats. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé sur la proche aidance masculine? Donc, premièrement, beaucoup de documents, près de 3000 documents ont été repérés. On en a inclus 217, donc qui ont été retenus pour l'analyse. Tous ces documents sont publiés entre 1999 et 2023, donc quand même assez récents. Et ils nous donnaient différentes perspectives sur la proche aidance au masculin. On avait d'une part la perspective des hommes proches aidants eux-mêmes, mais également des personnes aidées et des agences ou services du réseau de la santé. Donc, intéressant d'avoir plusieurs perspectives. Et enfin, une portée internationale également, des publications issues de 39 pays et sur 6 continents. En termes de profil des hommes proches aidants, on avait donc notre corpus des hommes proches aidants en général, qui n'était pas spécifié autrement dans les publications. On avait ceux issus de communautés ethnoculturelles, qui étaient une population ciblée dès le départ, mais on s'est rendu compte à l'analyse qu'il y avait aussi le groupe des hommes proches aidants aînés qui avaient des particularités, ceux qui appartiennent à la diversité sexuelle et de genre, qui avaient aussi leurs particularités, et enfin ceux habitant en milieu rural. Donc, ils sont devenus d'autres populations d'intérêt lors de l'analyse. Le lien avec la personne aidée, on avait à la fois des conjoints, des fils, des pères, des amis, et dans d'autres cas, ce n'était pas déterminé cette relation-là. Et enfin, les problèmes de santé, là, il y en avait vraiment beaucoup, on ne vous les a pas tous mis ici, mais il y avait entre autres une grande quantité de Alzheimer, problèmes de démence, des cancers, des déficiences physiques, des maladies cardiovasculaires, des VIH-Sida également, puis beaucoup d'autres, comme je dis, problèmes de santé de la personne aidée. Donc, je vais recéder la parole à ma collègue Bertine Sandra, qui va vous présenter le nœud de ce que vous voulez entendre, je crois, aujourd'hui, le cœur de notre analyse et de nos résultats. Alors, merci Sophie. Alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais juste vous indiquer les abréviations qui vont s'appliquer à toutes les diapositives qui vont suivre. Donc, G, ça va être pour les données qui, dans la littérature, est en lien avec les hommes proches aidants en général, donc sans spécification de population. CE, ça va être pour les données qui étaient associées dans la littérature aux hommes proches aidants issus des communautés ethnoculturelles. A, c'est pour des données associées aux hommes proches aidants aînés. LGBT, c'est pour des données qui étaient, elles, associées aux hommes appartenant à la communauté LGBTQ2A+. Et R, des données associées aux hommes vivant dans les milieux ruraux. Alors, comme vous pouvez voir ici, en termes d'impact, ce qui est ressorti dans la littérature, c'est que la proche aidance au masculin a des impacts notamment sur la santé mentale des hommes. Il est question des difficultés à exprimer les émotions, la dépression, les deuils, les stress chez les hommes en général, mais il ressortait aussi la négligence de soi. Qui est ressorti dans le cas des hommes aînés, l'épuisement émotionnel pour les aînés, ceux vivant dans les zones rurales, mais aussi LGBTQ, et la honte liée à l'approche aidance qui est sortie spécifiquement pour des hommes issus des communautés ethnoculturelles.
L'approche aidante, ça avait aussi des impacts au niveau de la santé physique. Donc, il était question de l'épuisement physique, maladies cardiovasculaires, problèmes de santé, mais aussi des problèmes de poids et de nutrition en général. Les douleurs musculo-squelettiques sont sorties à la fois d'une manière générale, mais aussi chez les aînés, qui étaient aussi, pour lesquels les maux de dos étaient associés aussi. L'impact au niveau des relations interpersonnelles est ressorti aussi dans la littérature. Donc, on parle des relations au niveau conjugal. Donc, il était question de tensions, conflits, impact sur la sexualité, perte d'intimité, de liberté de repère pour les hommes en général. Au niveau familial et professionnel, il était question de l'augmentation des tensions et des conflits de manière générale. Et au niveau social, il était question de la fragilisation des relations notamment pour les hommes vivant dans en milieu rural, mais aussi l'isolement, la stigmatisation et la discrimination qui est ressortie également pour les hommes de la communauté LGBTQ. Alors, des impacts au niveau financier étaient essentiellement des coûts accrus, perte de revenus, impact sur la carrière d'une manière générale, mais on avait aussi des difficultés d'épargne, dont l'épargne pour la retraite pour les hommes, notamment les hommes aînés, mais aussi l'endettement qui est ressorti, qui était spécifiquement rattaché aux hommes des communautés LGBTQ. Alors, les besoins d'hommes proches aidants en matière de proches aidants sont le soutien et services sociaux, donc notamment le soutien psychologique, émotionnel, communautaire, familial, juridique, financier et religieux, mais aussi au niveau de besoins d'avoir une flexibilité auprès des employeurs, des besoins au niveau du soutien pour les tâches quotidiennes, mais aussi les tâches ménagères. Mais on avait aussi besoin de repli et d'évasion et besoin de soutien de proximité abordable, flexible, sensible, adapté à leurs particularités. Des besoins en éducation et en orientation sont également ressortis. Donc, il était question de soutien et d'aide pour l'orientation, naviguer dans le système de la santé, mais aussi l'accès aux ressources appropriées en santé, l'accès à l'information utile, mais aussi l'accès aux ressources éducatives d'une manière générale. Au niveau de participation et engagement, les besoins qui sont ressortis étaient notamment l'implication dans les décisions cliniques et l'aide à l'adaptation au rôle de proche aidant. Il y avait aussi des besoins au niveau de la reconnaissance et de la sensibilisation, et notamment le besoin que leur rôle soit reconnu par les professionnels de la santé, des proches par les professionnels, par des proches et la société, mais aussi un besoin des intervenants sensibles à leur réalité et aussi le besoin d'utiliser un vocabulaire plus adapté à l'identité masculine. Donc, ce point-là est ressorti et à la fois pour les hommes en général, mais aussi pour les proches aidants aînés. Les besoins sont aussi ressortis au niveau de la sphère de la justice. Donc, il était question du besoin d'avoir des lois et politiques flexibles et équitables, d'avoir plus de travaux de recherche sur la justice sociale et l'équité, mais également de promouvoir l'égalité économique, notamment pour les hommes de la communauté LGBTQ, et le besoin d'avoir une couverture d'assurance adéquate qui est sortie spécifiquement pour les hommes des communautés ethnoculturelles. Au niveau des types de soutien qui ont été documentés dans la littérature, donc il est question des types de soutien que les hommes disaient avoir eu recours dans la littérature. Il était question du soutien familial, donc autres membres de la famille, du soutien clinique physique et psychologique pour la santé physique et la santé psychologique, mais il y avait aussi des besoins de soutien au niveau communautaire, au niveau institutionnel. Donc, il était question des systèmes de santé des agences privées, aussi des soutiens financiers, donc pour pallier aux coûts et aux pertes de revenus,
mais il y avait aussi le soutien social aussi était utilisé. Donc, il était question du réseau élargi de connexion sociale. Et ils avaient aussi le soutien au niveau juridique aussi est ressorti dans la littérature. Donc, il était question des informations juridiques, mais aussi de la reconnaissance de leurs droits. À noter pour ce volet-là, aucun type de soutien n'a été documenté dans la littérature pour les hommes des communautés ethnoculturelles, ceux vivant des milieux ruraux, mais on s'entend qu'ils font la sphère générale qui n'était pas spécifiée pouvait inclure aussi ces sous-populations-là. Alors, au niveau des enjeux, ce qui est ressorti dans la littérature, c'était des enjeux au niveau clinique, des enjeux cliniques qui incluaient les difficultés d'accès aux informations pertinentes, les difficultés d'accès aux soins et services, mais aussi le manque de formation clinique sur les soins qu'ils devaient prodiguer à la personne aidée, à leurs proches. Il est ressorti aussi des difficultés à exprimer les émotions, mais aussi l'isolement, stigmatisation, discrimination, notamment des professionnels, de la part des professionnels de la santé pour les hommes de la communauté LGBTQ2AI+. Au niveau social, les enjeux étaient surtout la résistance à obtenir et à accepter de l'aide extérieure, la stigmatisation, discrimination, mais aussi l'isolement et les pressions sociales. Et pour les hommes issus des communautés ethnoculturelles, c'était surtout des enjeux au niveau de des difficultés relatives à la culture, à la langue et à la religion. Au niveau organisationnel, les enjeux qui ont été rapportés étaient les sentiments de ne pas être compris par les professionnels de la santé, mais aussi les barrières culturelles, institutionnelles et linguistiques. À cela s'ajoutait le manque de diversité ethnoculturelle dans les soins et services sociaux. Donc, ça ressortait plus pour les communautés ethnoculturelles, mais aussi le manque de soutien et d'accompagnement lors des transitions vers les résidences de soins. Ça ressortait plus chez les hommes aînés au niveau du transfert de la personne aidée du domicile aux résidences. Il manquait de soutien à ce niveau-là. Alors, il y avait aussi le grand roulement du personnel dans les services de soutien qui est ressorti toujours pour les aînés et l'absence ou limite des services disponibles pour les hommes en milieu rural, mais aussi il y avait aussi le manque de sensibilisation et d'éducation des équipes de soins à la diversité, notamment, et c'était le cas pour les hommes aînés, mais aussi ceux appartenant à la communauté LGBTQ. Il y avait aussi des enjeux sécuritaires qui sont ressortis, qui étaient notamment la gestion de la perte de contrôle pouvant mener à la violence et à la consommation de substances. Et cet enjeu-là est ressorti plus spécifiquement pour les hommes issus des communautés ethnoculturelles. Au niveau économique, les enjeux étaient surtout le fardeau financier, la précarité économique, mais aussi les barrières à l'emploi et les inégalités économiques qui sont ressorties à la fois pour les aînés, pour ceux de la communauté LGBTQ, mais aussi pour les hommes vivant en milieu rural. Au niveau légal, les enjeux étaient essentiellement les barrières juridiques, mais aussi difficultés de protection légale pour les hommes de la communauté LGBTQ. Au niveau des bonnes pratiques, ce qui est ressorti, c'était des bonnes pratiques au niveau en soins. Donc, pour ce qui est des soins, ce qui ressortait, c'était l'implication, la nécessité d'impliquer activement les hommes proches aidants dans le processus de traitement, mais aussi de mettre en place une coordination efficace des soins entre les professionnels de la santé, de mettre en place des soins et des interventions adaptées à leurs besoins spécifiques, mais aussi de favoriser le lien de confiance avec les intervenants impliqués, notamment pour les hommes des communautés ethnoculturelles. Alors, les bonnes pratiques en termes de soutien et services qui étaient rapportés dans la littérature, c'était le soutien financier des organismes d'aide, les interventions et soutiens en ligne, multimodaux, individuels, familiaux ou en groupe, mais aussi des communications ouvertes sur les problèmes de vie sexuelle, le soutien adapté aux réalités culturelles et aux besoins spécifiques des minorités ethnoculturelles, mais aussi des interventions psychoéducatives, religieuses, collaboratives, flexibles, individuelles ou de groupe
toujours pour les communautés ethnoculturelles, mais il est ressorti aussi la mise en place des programmes et services d'aide psychosociale ou les changements de la terminologie d'usage pour les hommes aînés. Et enfin, la mise en place des programmes et services d'aide psychosociale et de soutien personnalisé, notamment pour les hommes LGBTQ, et aussi des groupes de soutien dédiés aux hommes dans la littérature, dédiés spécifiquement aux hommes de la communauté LGBTQ et de ceux vivant en milieu rural. Les bonnes pratiques au niveau de la reconnaissance qui ressortaient, c'était notamment de développer des interventions, des stratégies de reconnaissance de leur rôle de proche aidant, mais aussi la valorisation des avantages de la proche aidance. Au niveau de la formation et d'éducation, ce qui ressortait, c'était la mise en place de programmes de formation et d'éducation pour les hommes et les professionnels de la santé également. Au niveau juridique, ce qui ressortait, c'était de mettre en place des couvertures d'assurance adéquates, mais aussi la reconnaissance de l'importance des documents légaux et de la planification successorale pour les hommes en général, mais aussi pour les hommes de la communauté LGBTQ. Au niveau des égalités et stéréotypes, ce qui ressortait, c'était de mettre en place des stratégies et des interventions pour favoriser la déconstruction des stéréotypes de genre. Alors, en termes de conclusion, nos résultats soulignent la diversité de profils d'hommes proches aidants, allant de leurs caractéristiques identitaires à la nature de leurs relations avec les personnes aidées, en passant par les problèmes de santé spécifiques de ces dernières. En effet, bien que notre mandat visait initialement deux populations, soit les hommes proches aidants en général et ceux issus des communautés ethnoculturelles, notre analyse a permis de révéler trois autres sous-populations d'intérêt, soit les hommes proches aidants aînés, les hommes des communautés LGBTQIA2+, les hommes aînés, mais aussi les hommes vivant dans les milieux ruraux. Ces résultats font écho aux connaissances actuelles sur l'approche aidance au Québec, qui implique des populations issues de différentes origines ethnoculturelles et de différentes orientations sexuelles, identités et d'expression de genre. L'approche aidance a des impacts considérables chez les hommes, particulièrement au niveau de leur santé mentale et physique, des relations familiales, conjugales et sociales, ainsi que sur leur statut professionnel, économique et financier. Ces différents impacts mettent en lumière l'importance d'avoir une approche holistique afin de favoriser une prise en charge globale et bien-être de ces hommes. Plusieurs besoins ont été relatifs à ce rôle ont été rapportés dans la littérature et ces besoins nécessitent d'être pris en compte et il est important de mettre en place des programmes spécifiquement conçus pour répondre aux besoins des hommes, aux besoins des différents profils d'hommes proches aidants. Nos résultats mettent en lumière également les principaux défis auxquels sont confrontés ces hommes, nécessitant des interventions à la fois politiques et sociales pour garantir un meilleur accès aux ressources, une répartition plus équitable de ces ressources et répondre aux principaux défis auxquels ils sont confrontés. Alors, les types de soutien répertoriés dans la littérature fournissent des pistes concrètes pour mettre en place ou améliorer les services de soutien, et cela en intégrant à la fois une approche personnalisée, flexible, mais aussi en utilisant une communication mieux adaptée aux hommes. Nos résultats révèlent une série de bonnes pratiques ciblant toutes les sphères de la vie d'un homme proche aidant. Ces bonnes pratiques fournissent en réalité des pistes de solutions pour développer ou améliorer les services ou programmes de soutien répondant spécifiquement aux besoins et aux défis de ces hommes, notamment en intégrant une approche personnalisée et en développant des programmes éducatifs et de soutien. Certaines d'entre elles concordent avec l'orientation ministérielle vers les soins à domicile, la télémédecine, les autosoins, ainsi que l'utilisation des outils technologiques. Cette revue rapide qu'on a réalisée comporte certaines limites, notamment le fait que par manque de temps et face au nombre important de publications repérées dans les bases de données, nous ne sommes pas certains de l'exhaustivité des recherches dans la littérature grise. Il y a aussi la possibilité que certaines régions géographiques soient sous-représentées du fait de la langue de publication.
parce que notre mandat initial, c'était vraiment de regarder tout ce qui était en lien avec la proche aidance dans tout, à travers le monde. On n'avait pas de barrière géographique, mais la potentielle barrière qu'on a pu identifier était la langue de publication. Aussi, les données ne sont pas mutuellement exclusives. Il est possible qu'il y ait des zones grises au niveau de la représentativité des groupes de population d'hommes proches aidants. Parce que ce qu'on avait dans la littérature, ce qu'on avait, un homme proche aidant, il peut être aîné, issu des minorités ethnoculturelles et être aussi appartenir à la communauté LGBTQ. Mais à ce moment-là, on ressortait vraiment les informations spécifiques aux différents sous-groupes. Donc, c'est possible qu'il y ait des zones grises dans les données qu'on a analysées. Aussi, enfin, l'échéancier qu'on avait combiné au nombre important des données recensées nous a en fait poussé à prioriser une analyse descriptive plutôt que des analyses comparatives ou croisées. Les analyses des programmes ou de services existants n'ont pas été réalisées car nous avons priorisé les éléments pouvant guider le développement de programmes de services. Mais nous disposons d'une base de données substantielle qui peut être utilisée pour des analyses subséquentes. OK. À côté des limites, il est important de noter que cette revue comportait plusieurs forces, notamment la portée internationale des données de la littérature recensée qui nous permet d'avoir un portrait global de l'approche aidance au masculin et qui peut aussi servir de base pour d'autres projets aussi au DIM. Une autre des forces est le fait qu'on ait utilisé une approche systématique dans la collecte et l'analyse des données et la collaboration de plusieurs conseillers scientifiques. Le fait d'avoir utilisé les données utilisées dans notre travail reflète une diversité de perspectives, comme on vous l'annonçait initialement. Donc, on avait à la fois de la perspective des proches aidants, des personnes aidées, mais aussi des agences ou des professionnels de la santé. Bien que la demande initiale se limitait, l'une autre des forces, c'est le fait que bien que la demande initiale se limitait aux hommes en général et à ceux issus des communautés ethnoculturelles, nous avons été en mesure de dégager d'autres sous-populations, ce qui illustre le caractère inclusif de notre rapport. Enfin, nos résultats favorisent le développement et l'implantation efficace des stratégies et des actions ciblées pour plusieurs profils d'hommes proches aidants. Alors, en conclusion, notre revue rapide de la littérature sur l'approche aidance au masculin met en lumière les nombreux défis, autant au Québec qu'à l'international, soulignant la nécessité d'une approche globale, flexible et personnalisée pour mieux répondre aux besoins spécifiques des hommes proches aidants. Il souligne aussi l'importance de privilégier des actions concertées et bien coordonnées pour reconnaître et considérer de manière efficace les besoins de ces hommes, mais il en ressort aussi la nécessité de prendre en considération la grande diversité intrinsèque à cette population, notamment en raison des différences sociales, ethnoculturelles, économiques et d'identité sexuelle et de genre. Enfin, les résultats présentés dans notre rapport soutiennent actuellement le CIUS au DIM dans le développement et l'implantation des interventions et services et programmes de soutien inclusif et mieux adaptés aux réalités des hommes proches aidants. En effet, nos résultats ont soutenu le développement du questionnaire qui a été utilisé par le demandeur pour des sondages territoriaux qui ont impliqué 658 hommes proches aidants. Nos résultats ont également orienté les consultations terrain qui sont en ce moment en cours, visant à élaborer des solutions en co-construction avec les hommes proches aidants qui ont commencé. Donc, on les a aidés notamment, on les a orientés en identifiant les différents groupes d'hommes proches aidants, mais aussi les principaux thèmes documentés en leur donnant les principaux thèmes qui ressortaient dans la littérature pour orienter les discussions, mais aussi les développements des questionnaires. Et une vingtaine d'hommes proches aidants sont intéressés à participer à ces consultations terrain. Enfin, nos résultats ont été présentés le 17 septembre dernier au comité régional de santé publique
de santé et bien-être des hommes organisé par la santé, organisé par la Direction régionale de santé publique de Montréal. Alors, merci pour votre attention et évidemment, le contenu nous avons présenté une partie de nos résultats. Pour avoir des informations plus détaillées, nous vous recommandons d'aller consulter le rapport au complet qui est disponible comme tous nos rapports au lien suivant. Merci pour votre attention.